Il est 8h37, Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas reçu, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Dominique de Villepin, la politique c'est terminé? La preuve, je suis là. Donc ce n'est pas terminé. D'abord soucieux de dire ce que je pense sur la politique internationale. Il y a des enjeux majeurs. Et puis la vie politique française est bien terne. Donc Vous reviendrez? Le sujet n'est pas de revenir. Le sujet, c'est qu'il y a des choses à dire qui ne sont pas dites. Oui. Un exemple. Vous avez interrogé le président de la République. Oui. On a beaucoup parlé de gestion de l'économie française. Oui. La France sombre dans un économisme qui me paraît inquiétant. C'est-à-dire, c'est quoi l'économisme? C'est-à-dire qu'on veut croire que le problème de la France, c'est un problème de centième de croissance. C'est pas cela. Le problème de la France aujourd'hui, c'est que le pays est profondément divisé. Il y a un mal-être français. Et il suffit de voyager en France, de voyager à l'extérieur de France pour bien regarder notre pays avec un peu de distance. Il y a une colère. Il y a même une haine, il y a un problème de vouloir vivre ensemble. Donc ce n'est pas simplement en faisant ce qu'il faut faire, réduire les déficits, diminuer les impôts, relancer la politique est la bonne, la politique suivie, la politique économique suivie, c'est la seule possible. Elle va dans la bonne direction. Elle est à mon sens très insuffisante au regard des grandes réformes qu'il faudrait faire sur le marché du travail, sur la compétitivité. Mais ce n'est pas par un économisme qu'on réglera le problème des Français. Il y a un problème moral dans notre pays. Et le président de la République, le gouvernement ne semble pas prendre la mesure de cet affaissement français, de cet effacement français, dont d'ailleurs, et je le dis avec beaucoup de regrets parce que j'ai de l'estime pour Laurent Fabius, la diplomatie française est un reflet. Il y a un effacement, il y a un manque de combativité, un manque de réactivité. Dominique de Villepin, ça vient de l'insuffisance de nos dirigeants, ça vient du pessimisme des Français qui ont des difficultés du quotidien, qui sont incontournables. Ça vient de deux choses. Oui, l'économisme pour une part. On veut croire que demain tout ira mieux et qu'on rasera gratis. Je le dis encore, l'économisme ne règle pas les choses. Problème moral. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème d'élan, de dynamisme, d'optimisme français qui n'est pas au rendez-vous. Tout simplement parce qu'on ne voit pas l'avenir. Alors on le dit et on le redit, il n'y a pas de vision de l'avenir dans notre pays, il n'y a pas de vision de la société française, et le résultat, c'est que la société politique est repliée sur elle-même, divisée, on ne cesse de voir et de scruter les coups que s'adressent les uns et les autres, ce dont tout le monde se fout. Croyez-le bien, le microcosme politique français est complètement coupé de la nation. Et donc, élection après élection, eh bien, c'est le jeu du balancier. Il faut prendre les choses de plus haut, il faut prendre les choses de plus loin et comprendre l'attente des Français. Les Français... Les dirigeants ne sont pas à la hauteur. Les Français veulent une France en marche. Les Français savent les atouts de la France. Mais qui les guide? Il y a un problème de tempérament. Il y a un problème de tempérament. Il y a un problème de tempérament chez le président de la République, chez les dirigeants politiques, tous les dirigeants politiques. Il y a un problème de vision et de capacité à entraîner. Il faut un optimisme français compte tenu des atouts de la France. Et puis, il faut donner une perspective à notre jeunesse. On ne peut pas vivre dans un pays où la jeunesse est à ce point-là marginalisée dans le jeu national. Alors quand on voit toutes les capacités qui existent dans notre pays, une perspective à la jeunesse avec le CPE, ça n'a pas vraiment réussi. Sans doute était-ce trop tôt. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à entreprendre, continuer à proposer. Vous savez, cette idée qu'il y aura un retournement, mais bien sûr, les choses vont aller mieux, bien sûr, mécaniquement, sans même ne rien devoir au gouvernement. Vous croyez-vous au retournement? Mais une fois de plus, ne soyons pas dupes, le retournement, il est mécanique. La croissance revient en Europe, la croissance revient dans le monde, c'est par un jeu de croissance que la conjoncture va se modifier. Mais ce n'est pas ça qui modifiera l'esprit national. On reviendra sur la politique française à la fin de l'interview parce que je voudrais consacrer une large part de cette rencontre. Ça tombe bien parce que moi aussi. À l'Europe et à l'Ukraine. D'abord l'Europe avec la tribune de François Hollande que vous avez lue dans Le Monde. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Vous êtes d'accord ? Oui, ça veut rien dire. Bon, non, mais faut quand même. C'est quoi? Non, mais allez-y. J'aime beaucoup les tribunes écrites. J'aime beaucoup qu'on parle avec lyrisme de l'Europe. Enfin, tout ça a quand même un peu le souffle court. De quelle Europe parle-t-on? Tout le monde voit bien que l'Europe ne marche pas comme il faudrait qu'elle marche. Donc ce n'est pas en jetant l'anathème sur ceux qui sont contre l'Europe, contre ceux qui aujourd'hui pointent les dysfonctionnements de l'Europe, qu'on va marquer des points. Aujourd'hui, il faut donner une perspective à l'Europe. Alors c'est quoi la perspective à l'Europe? Je suis d'accord, l'Europe c'est la paix.
Mais parlons-en de la paix. C'est la paix avec une Europe de la défense qui n'existe pas et avec un parapluie américain. C'est une paix fragile. Par ailleurs, tout le pourtour européen est aujourd'hui en crise ou en feu. Enfin, il n'y a qu'à regarder la situation de l'Ukraine, il n'y a qu'à regarder l'instabilité qui règne aujourd'hui du côté de la Turquie et de l'ensemble du Moyen-Orient, la situation de l'Afrique du Nord. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que la paix européenne ne rayonne pas comme elle devrait rayonner. Donc, du point de vue de la paix, il y a beaucoup à faire. Deuxième élément. L'indépendance de l'Europe. Oui. À l'heure où on est en train de négocier le traité transatlantique, est-ce qu'on va se rallier? Faut cesser cette négociation. Vous êtes favorable ou pas? Mais moi, je suis pour qu'on défende nos intérêts. Les normes européennes en matière commerciale, les normes européennes en matière sanitaire, les normes européennes en matière numérique. Aujourd'hui, nous sommes une colonie pour un certain nombre d'entreprises américaines, type Google et autres, qui jouent de l'Europe comme d'un vaste marché. Défendons notre identité en matière culturelle, même si c'est en dehors du package. Affirmons cette capacité de l'Europe. Enfin, je crois qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. 20% du produit intérieur brut mondial, 30% des investissements dans le monde. Et tout cela, on a l'impression qu'on ne sait pas le faire fructifier. Mais alors aujourd'hui, il y a une rencontre Merkel-Hollande en Allemagne, Dominique de Villepin, mais que peut faire la France dans tout cela? Je le dis, la paix, donnons-lui un sens. Enfin, si nous n'avons pas compris qu'il fallait bâtir une Europe de la défense et se prendre en main pour être à la fois en paix et indépendant, on n'a pas compris grand-chose. Deuxièmement, l'indépendance, battons-nous sur le traité transatlantique pour faire en sorte, ensemble, que ce traité ne soit pas à la faveur exclusive des Américains. Faisons également en sorte que cette indépendance, elle existe dans des domaines essentiels. Dans le domaine énergétique. On voit très clairement aujourd'hui se dessiner la tentative d'être plus indépendant vis-à-vis du gaz russe. Mais pourquoi? Pour tomber dans la dépendance vis-à-vis des Américains et du gaz de schiste américain? C'est ça la vision d'une Europe indépendante? Faisons en sorte en matière d'innovation, de brevets, que cette Europe se prenne en main et mette ensemble ses capacités. Ça c'est vrai pour l'indépendance, pour la liberté de l'Europe. En matière d'égalité, moi je le vis aujourd'hui comme avocat et à la tête d'une société. Comment fait-on dans une Europe où nous sommes, nous les acteurs économiques, à armes inégales, alors même que l'impôt sur le revenu aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés aujourd'hui en Allemagne a été ramené à 20%, nous sommes au-delà de 30%, 33, 36%. C'est ça l'égalité? Non. Alors faisons en sorte que cette Europe ait véritablement un contenu pour pouvoir se projeter et occuper la place qui doit être la sienne dans le monde. Et je ne parle même pas de l'Europe sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, on voit une Europe totalement hésitante, balbutiante, peureuse, marquée par le double cauchemar de Sarajevo en 1914, l'engrenage de la force, et de Munich en 1938, l'engrenage de la faiblesse. Le résultat, c'est que cette Europe, elle a ni voix, ni figure, ni visage, ni proposition. C'est bien ça aujourd'hui, le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas capable de se projeter dans le monde, d'avoir de l'ambition, alors même, une fois de plus, que les Européens, les Français ont de l'énergie, voudraient entreprendre. Quand je vois le nombre de Français qui partent aujourd'hui en Angleterre, aux États-Unis, pour créer des sociétés formidables, j'aimerais que ce génie français serve davantage ici à nos compatriotes. Vous allez voter aux européennes? Bien sûr. Pour l'UMP? Écoutez, ça, je réserve mon vote, mais je trouve que l'UMP fait des progrès sur l'Europe. Oui, enfin, avec des voix très discordantes. Vous avez entendu ça? Le débat, mais le débat existe dans tous les camps. Et sur l'Europe, le débat existe dans tous les camps, et tous les camps sont divisés, et c'est bien normal, c'est un sujet extrêmement complexe. Au premier chef, l'Europe doit être défendue par ceux qui dirigent notre pays et qui doivent être capables de lui donner une substance. Moi, je suis très favorable à ce que le président français rencontre la chancelière allemande, fasse du bateau sur la Baltique, etc. C'est important, les relations personnelles. Mais une fois de plus, qu'il en sorte quelque chose, qu'on ait des décisions, une volonté d'agir, qu'on lance des grands chantiers. Alors justement, on a une Europe qui n'a pas de visage. Aujourd'hui, monsieur qui connaît monsieur Van Rompuy, madame Ashton et compagnie. Aujourd'hui, on a une Europe qui n'a pas de budget. Et on a une Europe qui n'a pas de projet. Alors il serait peut-être temps de lui donner un contenu. Et justement, l'Europe, dans la crise ukrainienne, où est-elle? Ben voilà, on a une diplomatie hésitante, flottante. Et ça, c'est le premier travail de la France et des Européens. Aujourd'hui, on a un outil qui est à disposition, qui a servi dans la crise ukrainienne, pas suffisamment, mais qui a pu servir à un moment donné, qui est le triangle de Weimar. Le ministre des Affaires étrangères français, le ministre des Affaires étrangères allemand et le ministre des Affaires étrangères polonais. Soit en franco-allemand, soit dans le cadre de ces triangles, prenons la tête de la diplomatie européenne pour agir et pour faire des propositions. Quel est le tableau aujourd'hui de ce qui se passe en Ukraine? L'Ukraine est confrontée
à une guerre civile, au bord de la guerre civile, avec une menace d'élargissement de cette guerre. Donc c'est une situation dramatique. On a d'un côté la Russie qui mène une diplomatie de puissance. On vient de le voir encore avec les propositions faites par Vladimir Poutine. Et on a une Europe qui est incapable de réagir et de proposer et même de mener la négociation. Et le résultat, c'est que c'est une toute petite organisation qui aujourd'hui mène la danse en Europe, l'OSCE, heureusement, M. Burkhalter, qui a obtenu la libération des envoyés européens. Mais elle a fait une proposition, elle a même mis en place une feuille de route, un plan de paix, avec un schéma qui est celui du cessez-le-feu, d'un désarmement et d'un dialogue débouchant sur une négociation. Je ne sais pas, moi, Angela Merkel, François Hollande devraient aller à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, je ne sais pas. Vladimir Poutine, vous savez que le 9 mai est une fête importante en Russie, puisque c'est la commémoration de la victoire sur le régime nazi. Poutine qui vient de déclarer, le 9 mai est une fête où triomphe la force toute puissante du patriotisme. Ce patriotisme russe qui est si puissant en Russie. Alexandre Orlov, l'ambassadeur, était sur RMC il y a quelques minutes, il a dit « Nous n'accepterons jamais, et ce sera la ligne rouge, que des forces de l'OTAN s'installent aux frontières de la Russie. » Mais partons de là. La diplomatie, vous savez, c'est un exercice à la fois de réalisme et d'ambition. Le réalisme, c'est de se rendre compte qu'il y a effectivement un certain nombre d'exigences posées par les acteurs. D'abord du côté ukrainien. Du côté ukrainien, on veut l'unité du territoire ukrainien, et on a raison. Du côté russe, on veut être respecté. Il y a ce syndrome de 91, de l'effondrement de l'Union soviétique, qui a marqué les esprits. Il y a aujourd'hui un nationalisme très populaire en Russie qui veut que la Russie se défende et défende ses populations russophones dans l'ensemble du pourtour de la Russie. Et du côté européen, on a l'ambition de stabiliser les choses. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ensemble l'ensemble de ces exigences pour que chacun apporte sa garantie? Garantie du côté ukrainien de l'unité de l'Ukraine qui est exigée, très bien. Eh bien, que l'Ukraine obtienne sur une base constitutionnelle à la fois la garantie de neutralité, ça satisfait la Russie, et on évite ce jeu de bascule très dangereux de l'Ukraine tantôt vers l'ouest, tantôt vers l'est, et que... Donc on dit l'Ukraine sera neutre, nous, Européens, nous garantisons... Les Ukrainiens affirment leur neutralité, garantie par l'ensemble des États dans le cadre d'une conférence nationale et internationale. Ça me paraît essentiel. Et le cadre politique, c'est-à-dire un cadre fédéral, certains l'appellent fédéralisation, c'est un cadre qui la Russie. Mais c'est audible. À partir de là, on peut travailler. Ce que nous souhaitons, nous, c'est l'unité de l'Ukraine et le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Mettons ensemble l'ensemble de ces éléments. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on négocie en ordre dispersé du côté européen. Quand vous voyez que le président de la République française en est réduit à parler à M. Poutine indirectement. C'est ce qu'il a dit mardi matin chez moi. Il l'a dit chez vous. Et qu'il adresse une lettre à M. Poutine. Et c'est ça, la nature des échanges entre la France et la Russie. Quand on se souvient de ce qu'est la relation entre la France et la Russie, quand je me souviens de ce qu'était sous Jacques Chirac, le dialogue avec les Russes sur la crise irakienne, je me dis que nous passons à côté de quelque chose. Eh bien, il faut se réinvestir, il faut travailler. La diplomatie doit aller au contact. Contact de rencontre, contact de proposition, contact d'initiative, mais faisons en sorte qu'il y ait une vraie négociation, un vrai dialogue qui soit engagé. Est-ce que la présidentielle du 25 mai... N'oublions pas deux choses. Vous avez raison, l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a un relatif consensus pour dire que cette élection, après tout, même si elle pose des problèmes dans un pays qui est au bord de la guerre civile, doit se tenir. Sauf que Alexandre Orlov disait il y a quelques minutes, l'élection présidentielle ne peut pas vraiment se tenir dans les conditions actuelles de la situation ukrainienne. Faisons en sorte de tenir la date du 25 mai, parce que c'est un point de passage. C'est une étape. Et de ce point de vue-là, il faut écouter les Russes. C'est une étape. Il faudra après un référendum constitutionnel pour ancrer dans la constitution ukrainienne les garanties indispensables qui doivent permettre de stabiliser le pays. Mais il y a un deuxième élément, une deuxième date qui est importante. C'est la rencontre entre Poutine et Xi Jinping, le président chinois, le 20 mai à Shanghai. Ne l'oublions pas, la Chine est un partenaire essentiel qui est plus silencieux que les autres, mais non moins actif et efficace. La Chine tient au respect de la souveraineté et de l'indépendance des États. C'est un principe qui guide la diplomatie chinoise. Vous pensez que les Chinois vont rappeler cela aux Russes? Les Chinois ont des messages à faire passer.
Et il est important que les Chinois soient partie prenante dans l'affirmation et la défense des grands principes sur la scène internationale. Alors, vous savez, il y a un clavier avec lequel il faut jouer. Il y a le clavier du triangle de Weimar, il y a le clavier franco-allemand et il y a le clavier français. Parce que moi, je ne me résigne pas à ce que la France ne joue pas un rôle majeur dans l'ensemble de ces crises. La France doit revenir à une diplomatie de médiation. Tant que la France est dans la surenchère, elle est plus en pointe, on l'a vu sur la Syrie, que les États-Unis, plus en pointe que les autres Européens sur un dossier comme l'Ukraine, elle ne peut pas jouer un rôle efficace. La vocation de la France, c'est de favoriser le dialogue, de trouver des solutions par la proposition dans un exercice de médiation, dans un exercice d'équilibre. C'est ça l'héritage gaulliste et c'est ça la place de la France. Deux choses, Dominique de Villepin, Vladimir Poutine va venir. Théoriquement, en France, le 6 juin, il est bien. Théoriquement, il vient. Est-ce que la Russie fait partie des pays victorieux? Non, mais je dis théoriquement parce qu'en fonction des événements doit venir. On ne sait pas. Mais Vladimir Poutine doit venir. Et s'il ne venait pas, ce serait très inquiétant. C'est ce qui est prévu d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, les Mistral. Est-ce que nous devons honorer le contrat? Il y a un contrat à honorer, faisons en sorte que ce contrat puisse être honoré dans de bonnes conditions, c'est-à-dire alors même qu'une négociation se noue et que nous réglons le problème de l'Ukraine. L'Ukraine, ce serait une guerre pour rien. Et moi, je veux dire quand même un mot à nos amis américains. Ils sont très sympathiques à donner des leçons sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il n'empêche que les Américains sont les premiers, à travers leurs entreprises, à prendre les positions qu'il faut prendre. Regardez ce qu'ils font en Iran. D'un côté, on menace les Français de sanctions si les entreprises commencent à s'initier au marché iranien. De l'autre côté, eux s'arrangent pour verrouiller les grands contrats sur ces pays. Donc, sachons défendre les intérêts avec le réalisme qui sied à un grand pays comme la France et faisons en sorte de jouer tout notre rôle dans la négociation sur l'Ukraine. C'est du retour en politique, tout ce que vous venez de nous dire, d'une manière ou d'une autre. J'ai la chance de pouvoir dire ce que beaucoup de citoyens aimeraient dire, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances où on a besoin d'affirmer dans une vie politique extrêmement molle. Vous nous dites voilà. Les dirigeants sont mous, c'est ce que vous nous dites. On a l'impression que la vie politique française est en attente. Engagez-vous. Je m'engage, je viens chez vous. Je viens chez vous et je dis ce que je pense. Mais oui, les politiques français ont besoin d'être bousculés. Ils sont dans leurs habitudes, dans leur rond, dans leur répartition des postes. Et tiens, je te passe la présidence de ceci et tu me passes la présidence de cela. C'est insupportable. Parce que les Français Hollande dit je n'ai rien à perdre. Mais oui, mais c'est déplorable. Il a tout à perdre puisqu'il est président de la France. Faisons en sorte, au contraire, d'avoir des dirigeants qui se battent pour la France. C'est ça qu'on attend. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention à François Hollande. Je le connais bien, je l'aime bien, et il mérite sans doute mieux que le procès d'intention qu'on lui fait souvent. Mais enfin, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. On est dans un pays qui va mal. On est dans un pays qui va mal, et ce n'est pas en se ruinant que la prospérité est au coin de la rue que les choses vont aller mieux. Nous avons deux présidents qui ne vous ont pas satisfait, si j'ai bien compris. Oui, mais de façon très différente. Vous savez, oui, j'ai sans doute, je ne fais pas de mea culpa, j'aime pas beaucoup ça. J'ai sans doute été parfois injuste avec Nicolas Sarkozy. Parce que c'est vrai que sous Nicolas Sarkozy, j'ai dit très franchement ce que je pensais et tout ce que je pensais. Parce qu'il y a eu des points de sa politique qui m'ont horripilé et qui me paraissaient contraires à l'idée que je me fais de la France. Aujourd'hui, c'est un problème tout à fait différent. Aujourd'hui, c'est un affaissement de l'ambition nationale qui m'apparaît. Je vous dis, une sorte d'économisme. On a l'impression qu'on est là, qu'on pointe des graphiques en disant là, le chômage, la croissance. Alors évidemment, si je dis tout ce que je pense sur ce manque d'énergie et manque de volonté, je risquerais d'être cruel. Je n'ai pas envie de l'être une deuxième fois. Mais j'ai envie que la politique française se réveille et que les hommes politiques se mettent au service des Français. Dernière chose, cette polémique autour de cette journée de travail à 100 000 euros. Oui, parlons-en. Alors, vous les avez touchés, vous allez les toucher, c'est quoi cette histoire de 100 000 euros grâce à une journée de travail dans le corps diplomatique après presque 20 ans d'absence? Le Quai d'Orsay a répondu. C'est une journée de travail qui a duré 30 ans, Monsieur Bourdin. Voilà. Est-ce qu'au bout de 30 ans, on n'a pas droit, selon les procédures régulières du Quai d'Orsay, comme l'ensemble des diplomates placés dans ma position, à bénéficier d'une retraite? Voilà. Purement et simplement une polémique venue d'un tabloïd britannique, repris de façon un peu aveugle par une partie de la presse française. Une fois de plus, ne soyons pas pavloviens, sachons examiner les dossiers, les regarder avec esprit critique. Ne cédons pas à la tentation permanente de la politique en France. Je dis ça, pas pour moi, je me moque de ces polémiques-là, mais pour notre pays. Dominique de Villepin, notre invité, 8h56.